Compose, épisode 52. Je me rappelle du jour où j'ai vu ce texte où elle écrit en gros que mon travail lui a vraiment procuré quelque chose, une émotion en fait. Je me rappelle que donc c'était le soir, j'ai vu ce message et j'en ai fait une insomnie tellement j'étais heureuse quoi. Et je n'ai jamais vécu ça dans mon travail précédent par exemple. Et je trouvais ça magique. Et c'est comme ça que du coup je me suis dit il y a peut-être quelque chose que je peux apporter aux gens, mais en tout cas à ce moment-là, c'était pas encore je vais en faire mon métier. C'était si je peux essayer de faire du bien à quelques personnes qui trouvent leur chien exceptionnel, voilà, tu vois. Donc ça a démarré comme ça. Cette semaine, je suis très heureuse de recevoir Mélanie Renda. Mélanie, c'est la créatrice de la marque d'accessoires pour chiens Iroquois. Ensemble, on a parlé de la première fois où elle a touché une machine à coudre, du fait qu'elle se sent habitée lorsqu'elle dessine, de son job de journaliste, des 2 temps pleins qu'elle cumulait, du moment où elle s'est lancée à 100%, de contacts sociaux, d'organisation, de ses proches. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Mélanie d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Merci à toi de m'avoir invitée. Je suis très contente de te revoir. Oui. Parce qu'on s'est déjà croisés avant. Oui, on était collègues avant. On va en parler plus tard. Tout à fait. Tu as donc lancé la marque Iroquois. On y reviendra, mais d'abord, je voudrais un peu savoir en fait comment est né à la base ton intérêt pour la couture. Écoute, vraiment par hasard, en fait, c'est comme si un jour ça m'était tombé dessus comme une évidence. Donc j'ai été journaliste dans une autre vie pendant 5 ans. Et durant mon parcours, je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose, à savoir une activité plus créative. Et donc, j'ai cherché quand même assez longtemps ce que je pouvais faire de mes mains. Je sentais que j'avais besoin de retravailler avec mes mains, et moins avec le cérébral. Et de fil en aiguille, désolée pour le jeu de mots. J'ai eu envie de faire des colliers pour mon chien, parce que j'avais un chien à l'époque, aujourd'hui j'en ai 2. Et en fait, du coup, c'est venu comme ça. À la base, c'était pour faire un petit collier pour mon chien. Et j'ai du coup appris la couture en autodidacte grâce à YouTube et tous les tutos qu'on trouve. Et donc, ma première machine, je me rappelle, quand je l'ai reçue, j'ai cassé plusieurs pièces parce que je faisais n'importe quoi, tu vois. Donc, mon intérêt pour la couture, il est venu comme ça, quoi. Vraiment, parce que je voulais créer un petit collier pour mon chien. Et il faut savoir que je suis pas très grande. Je mesure moins d'1m50. Et toute ma vie, encore aujourd'hui, j'ai dû raccourcir mes pantalons. Ouais. Et j'ai jamais réussi à coudre quoi que ce soit. Tu vois, c'était toujours ma mère qui s'en occupait. Et la première fois que j'ai touché à une machine, c'était pour faire quelque chose pour mon chien, tu vois. Donc voilà, la couture, elle est arrivée dans ma vie comme ça. Mais t'étais déjà quelqu'un de créatif à la base. Enfin, tu l'expliques sur ton compte Instagram. T'as toujours comme ça peint, dessiné. T'as toujours un peu travaillé de tes mains. Oui, en fait, surtout dans l'enfance, j'ai toujours été très très créative. Quand mes copines elles étaient inscrites à des activités peut-être plus sportives. Moi, quand on me demandait ce que je voulais faire, c'était je vais aller à l'activité jardinage, je faisais de la peinture sur soie, enfin des trucs, et j'adorais faire ça. Donc vraiment, c'est quelque chose qui m'a accompagnée toute mon enfance. J'ai fait de la danse, en fait, vraiment plein d'activités qui me permettaient de m'exprimer différemment que par la parole. Et c'est vrai qu'en grandissant, en faisant des études, etc., malheureusement, j'ai mis de côté cet aspect-là de ma vie, et jusqu'à ce qu'un jour je me réveille et que ça me manque trop, quoi. Et donc je suis retombée là-dedans. Ouais. C'est trop chouette. Et comment tu te sens comme ça quand t'es en train de dessiner, de coudre? Qu'est-ce que tu ressens en toi? En fait, c'est bizarre parce que je me rends compte aujourd'hui avec le recul, parce que je fais ça depuis 5 ans, que je fais ça sans comprendre je fais ça sans me rendre compte réellement de ce que je suis en train de faire, comme si du coup c'était un peu naturel. Je fais quelque chose, je le fais bien et je sais pas comment je réussis à le faire bien. Tu vois, ouais. Donc comme si c'était quelque chose qui m'habitait en fait, parce que avant que je commence à faire de la couture, mais aussi à dessiner, parce que dans le cadre de mon travail d'aujourd'hui, je dessine des motifs. Depuis mon enfance, je n'avais plus jamais dessiné, et du jour au lendemain, je reprends une feuille et des crayons et je sais dessiner, donc je me dis bon. Et donc en fait, comment je me sens quand je suis en train de créer, je me sens vraiment habitée d'un truc, comme si il y avait une part enfouie au fond de moi qui voulait dire quelque chose, quoi. Trop bien.
Et comment en fait t'es passé du moment où t'as créé pour ton chien à te dire tiens, est-ce que je commercialiserais pas tout ça? Donc en fait, j'ai fait un premier collier pour mon chien avec un tissu que j'avais acheté dans une boutique, un tissu classique. Et j'étais pas convaincue du résultat parce que je trouvais qu'il n'était pas assez exceptionnel pour mon chien, tu vois. Parce que mon chien, c'est pas comme beaucoup de personnes qui ont un chien, c'est un membre à part entière de ma famille. Et je voulais qu'il ait un truc de dingue. Et si ça pouvait être quelque chose qui me représente aussi, ben c'était génial. Et en fait, du coup, ça, par contre, c'est venu assez vite comme idée. Je me suis dit, bah, ok, je vais, au lieu d'acheter un bête tissu que tout le monde peut acheter dans un magasin, je vais le faire moi-même, le tissu. Et donc, bah, j'ai commencé à dessiner des choses un peu insouciantes, style des petits dessins kawaii avec des grands yeux, tu vois. Bah, j'ai imprimé ce premier motif et c'était des cactus. C'était des petits cactus dans des petits pots avec des tout grands yeux, des grands sourires et tout. Et j'ai mis ça donc au cou de mon chien. J'ai fait le collier, je l'ai mis. Et un jour, je poste une photo sur Instagram avec ce fameux collier. Et une fille que je ne connais pas me dit « Oh, c'est trop cool, j'ai moi-même un cactus tatoué sur mon cou. Et j'adorais que mon chien ait aussi un cactus dans le cou, quoi. Ah, excellent. Et elle me dit « Est-ce que tu le vends ?» Et en fait, ce jour-là, c'est comme si c'était ce que j'avais attendu depuis très longtemps, mais que je ne me rendais pas encore compte. Et j'étais là, mais ouais, je le vends en fait. Bien sûr, c'est une trop bonne idée, quoi. Et donc, en fait, c'est le tout premier collier que j'ai vendu. Et je lui avais dit, écoute, je te vends que ma matière première parce que moi, je suis personne pour vendre. Enfin, j'avais à ce moment-là, j'avais en gros un gros syndrome de l'imposteur. Je vais pas vendre. Je fais de la couture depuis 3 mois. Qu'est-ce que tu vois? Et donc, bah, je l'ai vendu. Et la fille, quand elle a reçu son accessoire, elle a écrit un avis sur un groupe Facebook. D'accessoires canins que je suivais pas à l'époque, mais elle m'a taguée, elle m'a mentionné dedans. Et je me rappelle du jour où j'ai vu ce texte où elle écrit en gros que mon travail lui a vraiment procuré quelque chose, une émotion en fait. Je me rappelle que donc c'était le soir, j'ai vu ce message et j'en ai fait une insomnie tellement j'étais heureuse quoi. Et je n'ai jamais vécu ça dans mon travail précédent par exemple. Et je trouvais ça magique. Et c'est comme ça que du coup je me suis dit bon ben il y a peut-être quelque chose que je peux apporter aux gens, mais en tout cas à ce moment-là, c'était pas encore je vais en faire mon métier. C'était bah si je peux essayer de faire du bien à quelques personnes qui trouvent leur chien exceptionnel, voilà, tu vois. Donc ça a démarré comme ça. Ça t'a donné de la confiance vraiment d'avoir ce commentaire? Ah oui non, vraiment, je me suis jamais sentie autant valorisée dans un travail que j'avais produit quoi. Donc quand t'es chez un patron, quand tu fais du bon boulot, parfois on te dit que c'est bien. Et ici, quand je fais du bon boulot, on me le dit tout le temps. Donc ouais, quand j'ai vu ce message, je te dis, j'en ai fait une insomnie parce que j'avais jamais été autant complimentée sur mon travail. Et je la mets, pourquoi c'est pas comme ça tous les jours en fait? Et comment c'est devenu officiellement Iroquois? Le nom, tu veux dire, ou mon job à temps plein? Comment le projet, avant le temps plein, vraiment, comment est-ce que tu as lancé officiellement? Par quoi t'es passé? Et qu'est-ce qui a été le déclic, vu que tu te disais d'abord, c'est pour fournir un peu de bonheur aux gens comme ça qui aiment leurs animaux. Comment tu t'es dit, peut-être que ça pourrait devenir un projet professionnel? Donc déjà, juste simplement Iroquois, mon chien s'appelle Hiro. Et je voulais que, forcément, comme toi, démarrer avec lui. Pour moi, il y avait pas d'autre choix qui est son nom dans le nom de ma marque. Donc quand j'ai commencé à vendre 1, 2, 3 colliers par mois, au début ça s'arrêtait à ça. Je me suis dit je vais m'appeler autrement que par mon prénom, ce serait cool de... Et du coup ce que j'ai fait, j'ai changé mon nom sur Instagram. Au lieu d'avoir le nom de Hiro et bazar machin, j'ai mis Iroquois. Et donc je te dis au début je vendais peut-être 1, 2, 3 colliers par mois. Et puis c'est passé à 10. Et puis, je me suis dit, il faut peut-être faire quelque chose d'officiel parce que, voilà. Et je me suis inscrite comme indépendante complémentaire en ayant un travail sur le côté, donc de journaliste, pigiste, que je faisais déjà depuis 2 ans et demi à l'époque. Et en fait, si tu veux, pendant encore 2 ans et demi après, j'ai cumulé 2 jobs pendant 2 ans et demi. Donc, Iroquois n'était pas encore un job à temps plein. Ça a été très progressif. Donc, ça a commencé par quelques colliers, puis une dizaine, puis plusieurs dizaines par mois, jusqu'à ce qu'en fait, je sois arrivée à un point où j'avais 2 temps pleins et que c'était devenu c'était plus possible, quoi. Et j'ai dû faire un choix et puis un jour, j'ai décidé d'arrêter et de me lancer avec ma passion, quoi. Et t'avais autour de toi des exemples de personnes comme ça, entrepreneuses, indépendantes?
Indépendant, oui, mes parents sont indépendants. Ouais. Dans ma famille, il y a beaucoup d'indépendants, mais dans des valeurs un peu plus sûres, tu vois. Moi, ici, quand encore aujourd'hui, je dis aux gens, je gagne ma vie en vendant des colliers pour chiens, je me sens moi-même pas très crédible, tu vois, comme si ça avait pas de valeur, alors que oui, ça en a, mais... et encore aujourd'hui, quand je dis aux gens que je fais ça, et c'est ton travail de tous les jours. Je suis là, oui, les gars, tu vois. Donc oui, j'avais des indépendants autour de moi, mais voilà, je savais pas si ça allait marcher. Quand j'ai démarré, même si ça me prenait en termes d'heures passées autant d'heures qu'un travail à temps plein, je gagnais pas le salaire d'un travail à temps plein. Donc quand j'ai démarré, je gagnais rien en fait, vraiment très peu. Et même l'année qui a suivi mon lancement officiel à temps plein sur Iroquois, je ne me suis pas rémunérée. Donc ce n'est que la deuxième année où j'ai réussi un petit peu gagner, et maintenant où je peux dire que je gagne ma vie grâce à mes accessoires, quoi. Voilà. C'est trop chouette. Oui, et du coup, ta marque, c'est vraiment... Enfin, c'est toi de A à Z, quoi, parce que ce sont tes dessins, tes peintures, tes impressions, donc tes tissus. C'est ça. Et tu fais tout à la main. Ça te fait quoi comme ça de sortir un article qui est entièrement fait par toi, de A à Z ? En fait, je pense que déjà, c'est un truc que j'ai pensé hier quand j'ai réfléchi à ce qu'on allait se dire aujourd'hui. Je trouve que dans le côté créatif, en tout cas pour moi, il y a eu un côté un peu thérapeutique, tu vois, quelque chose de l'ordre de la guérison. Et quand je me suis lancée, en fait, quand j'ai démarré vraiment au tout début, je faisais ça, et je me rappelle que je disais aux gens, dessiner, créer des motifs, c'est ma thérapie. C'est vraiment le mot que je disais, sans m'en rendre compte réellement, en fait, mais c'était ça. Je disais pas ce mot au hasard, maintenant que j'y pense. Et donc, quand j'ai démarré, il y avait ce côté un peu, j'avais besoin d'insouciance, j'étais dans un milieu qui était quand même assez anxiogène. Et quand je rentrais chez moi, soit je ressassais ce qui s'était passé la journée, ce que j'avais vu, les gens que j'avais rencontrés, et les drames qu'il y avait parfois autour de moi, soit j'essayais de me vider la tête, quoi. Donc me vider la tête, ok, qu'est-ce que, à part du sport, moi je suis pas une énorme sportive, j'avais besoin vraiment de mettre mon cerveau en mode off, et c'est passé par donc le dessin, la couture, et en fait, je sais pas si c'est un rapport avec la question que tu m'as posée, mais je me rends compte aujourd'hui que j'ai réussi à créer mon métier à moi sur mesure, quoi. Parce qu'en fait, j'ai pas qu'un métier, j'ai 20 casquettes dans ce que je fais. Je crée des motifs, donc c'est du pattern design. Je gère une page Instagram qui est assez suivie. Il y a beaucoup de community management. Je fais de la couture, je suis couturière. Je fais plein de choses, quoi. Et je sais plus ce que tu m'avais demandé, je suis désolée. Mais c'est justement, qu'est-ce que ça te faisait de sortir un produit qui était entièrement fait par toi, quoi. Du coup, comme tu le disais, avec tes motifs, avec... voilà, c'est vraiment toi, quoi. Ouais. Mais du coup, il y a ce côté thérapeutique où j'avais besoin de recoller à quelque chose d'un peu plus simple, en fait. Je voulais quelque chose de doux. J'avais besoin de douceur. Et donc, je pense que j'avais besoin déjà de me soigner, en fait, de quelque chose. Et puis, je pense qu'à travers ce que je créais, forcément, il y a mes tripes dedans. Et je pense que les gens, quand ils reçoivent un article qu'ils ont acheté chez moi, ça se ressent. Il y a des gens qui, des fois, quand je crée des motifs, j'en ai créé un l'hiver de l'année passée, non, de 2022. Et c'était une période où j'étais pas très bien. Et j'ai commencé à dessiner. Je savais pas exactement ce que j'allais dessiner, mais je savais que je voulais quelque chose de froid. Parce que c'était ce que je ressentais dans mon cœur, tu vois. Et donc, j'ai commencé à dessiner des montagnes, un œil de hibou derrière la montagne, comme si c'était le soleil, mais c'était un œil de hibou. Et j'étais vraiment fâchée, en même temps triste. Et en fait, toute cette énergie, elle s'est retranscrite dans mon dessin. Mais je l'ai pas spécialement raconté aux gens, tu vois. Et quand j'ai montré ce motif, quand les gens l'ont reçu, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient ressenti des trucs, quoi. On ressent vraiment, ça me parle parce que c'est comme ça que je me sens en ce moment et tout. Et je te dis, mais waouh, les gens, ils ressentent un truc dans mon dessin, tu vois. Donc, comment je me sens quand je crée, quand je dessine, c'est vraiment, je pense, une partie de mon âme qui s'inscrit aussi dedans, tu vois. Et c'est pour ça que moi, ça me tient à cœur de dessiner mes motifs. J'ai pas envie d'acheter un tissu quelconque, en fait, que tout le monde peut acheter. Je veux que ce soit quelque chose qui sorte de mes tripes, quoi, tu vois. C'est trop bien. Et du coup, tu parlais un peu de ton métier de journaliste. Pourquoi, à la base, tu as décidé de devenir journaliste ? Qu'est-ce qui t'a poussé vers cette voie ? Alors, donc, moi, j'ai fait des études, j'ai fait un master en journalisme. Il faut savoir que quand j'ai commencé mes études en haute école, je savais pas ce que je voulais faire.
Et la branche pour laquelle j'avais les meilleurs points, c'était dans la branche de journaliste. Je me dis, bon, je sais pas ce que je veux faire, je vais continuer là-dedans vu que je suis bonne là-dedans. Et donc, j'ai eu un master en journalisme et à la sortie, j'étais pas certaine que c'est ce que j'allais faire, ni que c'était vraiment ce que je voulais faire parce que ce côté très cérébral, en fait, c'est pas ce que j'aimais le plus, quoi. En attendant, j'étais quand même bonne dans ce que je faisais, donc autant être utile. Et donc, je me suis lancée là-dedans. J'ai fait un stage à la fin de mes études. Ce stage s'est très vite transformé en un travail à temps plein. Et je suis tombée là-dedans. Je suis tombée dans une boîte de télévision belge, une chaîne de télévision belge. J'ai travaillé pour le journal télévisé et j'ai adoré ce que j'ai fait. Je vais pas mentir, j'ai adoré. Mais il me manquait un truc. Il me manquait un côté vraiment insouciant, en fait. Un côté où je peux m'exprimer autrement que par l'écriture, que par la parole. Et voilà. Est-ce que parfois ça te manque, ce métier ? Ce qui me manque le plus dans le journalisme, c'est déjà le fait de pouvoir rencontrer des gens tous les jours sans savoir le matin quand tu te réveilles qui tu vas rencontrer. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que être entrepreneur, être artisan, encore plus créateur artisan, c'est aussi beaucoup de solitude. Quand en plus tu travailles de chez toi. Du coup, c'est vrai que ce côté social me manque beaucoup. Après, le côté je me réveille le matin, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas qui je vais rencontrer, c'est cool à court terme, mais je pense qu'à long terme, ça joue quand même pas mal sur le système nerveux. Et c'est vrai que des fois, ça a joué sur ma santé, quoi. Donc, à part ce côté-là, tout le reste me manque. Mes collègues me manquent, je les adorais, bien sûr. J'étais fière quand je faisais aussi des trucs, que je réussissais des trucs dans le journalisme, que je faisais un bon sujet, que j'arrivais à avoir des bons témoignages. Bien sûr que j'étais fière. Donc, oui, j'ai adoré j'ai adoré faire ce métier. Et ce côté social, justement, oui, comme tu fonctionnes beaucoup en ligne, à part virtuellement, tu l'as pas trop avec tes clients et tes clientes? Non, j'ai pas trop ce côté... tout est virtuel, quoi. Donc, c'est vrai que les gens qui me contactent, ils me contactent avec un pseudo qui, en général, contient le nom de leur chien. Et pourtant, j'arrive quand même à connaître à chaque fois leur prénom parce que je m'intéresse aux gens, tu vois. J'essaye, mais ça ne vaudra jamais le contact humain. Donc, ce que j'essaye de mettre en place, des rendez-vous, des salons, tu vois, où je peux... mais du coup, c'est très, très furtif. C'est très éphémère. Un salon, ça dure 1 jour, 2 jours. Et voilà, c'est tout. Donc, je travaille, en tout cas, ça fait partie de dans ma to-do list 2024, c'est essayer de retrouver un moyen de renouer le contact avec les gens, parce que ça me manque, ouais. Et du métier de journaliste, tu retires plein de choses qui te servent aujourd'hui comme compétences. Bien sûr. Ah non, bien sûr, je regrette pas, j'ai pas perdu mon temps en faisant ça, tu vois. Je pourrais dire, ça m'a servi. Non, ça me sert aujourd'hui. Par exemple, c'est vrai, du coup, comme je travaille exclusivement via les réseaux sociaux, je dois me vendre visuellement, on va dire. J'ai pas de magasin physique, donc il faut que je me montre, il faut que je mette en valeur mes produits, il faut que je communique. Et je pense que ce background de journaliste, justement savoir se montrer et pas avoir peur de son image, ça veut pas dire que je me trouve tout le temps extrêmement jolie quand je me vois, mais je trouve que c'est quelque chose que j'ai appris avant et qui me sert encore aujourd'hui. Et puis même quand t'es journaliste, tu dois apprendre à raconter des histoires aussi, tu vois. T'es sur un lieu, il se passe quelque chose. Ok, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ça. Il faut que je raconte ce que j'ai vu. Donc, je raconter une histoire. Et aujourd'hui, dans mon travail aussi, je raconte des histoires, tu vois. Quand je dessine quelque chose, que je crée un motif, je raconte une histoire. C'est différent, mais la source est la même, tu vois. Donc, bien sûr que tout ce que j'ai appris me sert aujourd'hui. Et ça se voit d'ailleurs, t'es beaucoup suivi sur Instagram, tu fais beaucoup de contenu, vidéos, etc. Et oui, tu te racontes beaucoup. Et on en parlait juste avant d'enregistrer. Tu parles un peu plus de toi, si t'as envie un peu que les gens mettent une personne derrière cette marque. Ouais. Pour moi, ce qui est important, c'est pas que les gens m'identifient à un nom de marque. J'ai pas envie que les gens ils disent juste Iroquois. Je préfère quand les gens ils viennent me parler, ils me disent Mélanie, tu vois. Quand les gens me reconnaissent, par exemple, si je suis sur un salon et qu'ils me reconnaissent, ça me fait plaisir. En fait, je préfère être identifiée à une vraie personne que juste un concept, ou, tu vois. Donc, il y a plusieurs stratégies sur les réseaux sociaux. Moi, celle que je préfère et que j'essaye d'appliquer, c'est celle où il y a plus de personal branding, tu vois. Donc, je pense que quand les gens parlent d'Iroquois, ils me voient, en fait. Ils voient pas juste mon logo. Et ça, pour moi, c'est important.
Comment tu gères ton temps justement parce que tu es très active? Mal. Enfin, tu fais souvent des reels sur les réseaux sociaux, des stories, mais tu as aussi tout à créer toute seule. Comment tu t'organises pour faire tout ça? Je vais pas te mentir, quand je me suis lancée, un des points les plus compliqués pour moi, c'était l'organisation, parce que t'es plus chez un patron, t'as plus de cadre, tu dois t'imposer toi-même ton cadre. En étant chez toi en plus. En étant chez moi, donc il y a personne qui va te sortir du lit, il y a personne qui va te dire quand tu arrêtes de travailler, ni quand tu dois prendre une pause. Donc je t'avoue que sur ce point-là, je suis pas la meilleure élève. Ce que j'essaye de faire, je sais que je suis très active le matin, par exemple. Le matin, je suis bien productive, donc je sais que le matin, c'est la partie où je dois coudre, quoi. Coudre, parce que ça demande de la concentration, ça demande d'essayer de rester focus sur ton travail. Moi, toutes les 5 minutes, j'appuie sur mon téléphone et je me dis, allez, arrête, essaie de rester concentré sur ton truc, quoi. Donc le matin, c'est couture. Je sais que l'après-midi, je vais être moins concentrée, donc je vais pouvoir faire des choses qui, en tout cas, pour moi, me demandent moins de concentration. Par exemple, créer du contenu, vidéo, photo. Je suis pas... je peux être distraite en faisant ça, tu vois. Donc, j'essaie de m'organiser comme ça. J'essaie de plus travailler les week-ends aussi, parce que quand je me suis lancée, c'était 7 jours sur 7. Encore ici, parfois, en fonction des saisons, c'est du 7 jours sur 7. Mais je me suis pas lancée dans cette activité pour faire ça. Tu vois, j'aspire pas à travailler 7 jours sur 7, donc j'essaye ici depuis quelques mois en tout cas déjà, de ne plus travailler les week-ends. Donc j'essaie de mettre en place quand même un cadre, et c'est pas facile de s'imposer son cadre à soi-même. Et t'as déjà pensé, je pense que l'avoir vu sur tes réseaux sociaux, t'as déjà eu des stagiaires, etc. Oui. C'est quelque chose que t'aimerais renouveler? Oui, justement avant que t'arrives, j'étais en train de relancer des demandes pour avoir quelqu'un qui m'aide. Donc en fait l'année passée, j'ai reçu un mail dans ma boîte mail d'une personne qui me demandait de faire un stage chez moi. Et j'étais là, oh, ah ouais. Ça y est. J'étais là, mais qu'est-ce qu'elle va apprendre? J'ai rien à lui apprendre. On dit, tout de suite, tu penses ça. Et en fait, ça aussi, c'est un schéma qu'il faut essayer de... l'imposteur. Voilà. Et en même temps, je savais que j'avais besoin d'aide. Parce que, comme tu l'as dit juste avant, je fais tout toute seule, donc des fois c'est très lourd. Et donc j'ai reçu un petit mail comme ça, bonjour, je suis étudiante en couture, en stylisme et modélisme, et je dois faire un stage dans le cadre de mes études. Et je dis oui, avec grand plaisir. Et donc j'ai une stagiaire qui s'appelle Laura. Et pendant 3 mois, j'ai goûté à le travail en équipe, quoi. Et c'était magique. Moi, j'adore, en fait. C'est là aussi que je me suis rendu compte à quel point ça me manquait de pas avoir quelqu'un qui travaille à côté de toi et tu travailles et en même temps tu parles, quoi. C'est trop cool. Donc, et à la fin de son stage, elle m'a dit que elle aurait pas pu rêver meilleur stage, même si, c'est pas de la haute couture avec des modèles complexes de robes ou de tout ce que tu veux. Mais en attendant, c'est de la couture aussi et c'est des galères d'indépendants, quoi. Donc, je l'ai emmené partout avec moi. On a fait des salons, etc. Donc, j'ai adoré travailler avec quelqu'un. Et c'est vrai que si je pouvais réitérer ça, je le ferais, quoi. Et ça t'a plu aussi, justement, d'apprendre à quelqu'un, d'apprendre cette vie d'indépendante, mais d'apprendre aussi, ta réalité et ton métier. Oui, et en fait, je me suis rendu compte que je déléguais beaucoup plus facilement que ce que je pensais. Parce que c'est vrai que... de ce que mon entourage peut me dire, quand je travaille avec quelqu'un, je suis un peu autoritaire, tu vois. Je sais que quand j'étais à l'UNIF aussi, quand on faisait travail en groupe, j'étais un peu la leaduse, mais c'était plus fort que moi, tu vois. Il fallait que j'impose mon idée comme si j'étais sûre que mon idée, c'était la meilleure. Alors, c'est pas très bien. Mais en attendant, tous les travaux, on les a réussis, tu vois. Donc, c'est vrai que je sais que je suis de base assez autoritaire et stricte. Je sais ce que je veux. Et là, du coup, j'essaie de faire un travail là-dessus, tu vois. Et ça s'est très bien passé. Et voilà, j'ai aussi essayé de faire plus confiance à l'autre. J'ai montré une fois, et puis elle a essayé de répéter le truc. Je regardais du coin de l'œil comme ça, et je voyais que ça se passait bien. Et en fait, très vite, je lui ai donné des trucs plus complexes à faire. Et je me suis rendu compte que déléguer, c'était pas si horrible que ça à faire, et c'était même chouette, quoi. Trop chouette. Et oui, en plus de la marque, vraiment de tes accessoires pour chiens, tu as commencé à aussi créer des choses pour les humains, notamment des sacs à dos. Oui. Comment c'est venu en fait cette envie comme ça de multiplier un peu tes articles? Alors en fait, moi, donc, comme je te disais, mon chien, c'est un membre à part entière de ma famille. Et c'est vrai que avec des colliers que je dessine, qu'il met autour de son cou, il y a quelque chose qui nous relie, quoi.
Et je me suis dit, ce serait cool que moi aussi j'ai un truc que lui porte, du coup. Et donc, ça a commencé, je fais pas que des sacs à dos, je fais des collections et puis j'arrête et je pars sur autre chose, mais j'ai fait des petits sacs en bandoulière, j'ai fait des t-shirts avec le petit motif qui rappelle le motif du collier, des sacs à dos comme tu l'as dit. Et en fait, c'était vraiment en mode, pour pousser jusqu'au bout le concept de mon chien est extraordinaire et c'est un membre à part entière de ma famille, autant essayer de faire un truc qui nous relie vraiment tous les deux. Et donc j'ai lancé ça, mais je sais que je vais encore avoir d'autres idées, que après les cadeaux, je ferai autre chose, et voilà. Oui, t'as toujours des nouvelles idées? Ouais. Pas toujours. En fait, ça dépend. Tu vois, par exemple, je me suis rendu compte aussi, maintenant avec le recul, que quand j'ai démarré cette activité, j'avais pas de pression dans le sens où je devais pas gagner ma vie avec cette activité-là, vu que j'avais déjà un travail en parallèle. Donc, quand j'ai démarré, c'était purement en mode créer juste avec le cœur. J'avais pas besoin de gagner ma vie. Si j'avais pas de commandes, c'était pas grave, tu vois. Donc, j'étais vraiment dans un processus où je devais juste faire du beau, juste faire plaisir, tu vois. Et puis au fur et à mesure, quand c'est devenu mon job à temps plein, il y a eu d'autres choses qui sont venues se greffer, tu vois, notamment l'administratif. Maintenant, je dois en vivre, donc je peux pas juste faire ça avec le cœur. Il y a aussi un côté business qui s'est mis en place. Ouais. Et en fait, je me rends compte que quand tu crées avec le cœur, ça fonctionne. Quand tu crées avec la tête par peur de manquer, par peur de pas faire un truc assez bien, de pas faire aussi bien que un concurrent ou quoi, ça fonctionne pas, tu vois. Et en fait, du coup, je dirais que la première année où je me suis lancée, j'ai eu un peu de mal parce que je ne créais plus qu'avec le cœur, je créais aussi avec des angoisses, quoi, tu vois, vu que maintenant, il fallait que je gagne ma vie grâce à ça. Et puis, je venais de claquer la porte dans une grande boîte et je pouvais pas rater, tu vois. Et c'est vrai que la première année, en fait, j'ai été pendant plusieurs mois dans une sorte de errance comme ça, pas très bien. Et je savais pas pourquoi. Aujourd'hui, je sais pourquoi. Et c'est vraiment parce que j'arrivais plus à être 100% dans la création. Mon esprit était parasité par d'autres trucs, tu vois. Et je pense que quand on est créateur, quand on est artiste de manière générale, je dis pas que je suis une artiste, mais je pense que quand tu crées des choses, si tu te mets pas dans une espèce de bulle de protection, tu vois, de tous les stimuli extérieurs, tu n'arrives plus à créer. Et moi, j'ai eu cette période où j'arrivais plus à créer. Et ça a été très dur, quoi. Mais je savais pas pourquoi, tu vois. Maintenant, je le sais, parce qu'avec le recul, t'analyses les choses différemment, tu vois. Donc, j'ai pas toujours de la création. Je sais que quand j'en ai plus, il faut que je mette en place des choses pour que ça revienne, tu vois. Pour que mon mental se mette en off. Par exemple, ici, ce que j'ai recommencé, une de mes activités que je faisais quand j'étais enfant, c'est la danse, tu vois. Quand tu danses, tu peux pas commencer à penser il faut que j'achète un truc chez ce fournisseur-là parce que j'ai plus de pièces. Il faut que je fasse ci, il faut que je réponde aux mails. Non, quand tu vas à la danse, à part te focaliser sur les mouvements que tu fais avec ton corps, tu penses à rien d'autre, tu vois. Et je pense que quand je n'arrive plus à créer, j'essaye en tout cas de remettre en place une sorte d'ancrage, tu vois, pour me dire, ok, c'est bon, je fais le vide et là, je peux repartir. Comment t'es arrivé à cette conclusion ? Enfin, comment t'as compris en fait que c'est ça ? C'était pour ça que ces 3 mois étaient difficiles ? Mais comme je te dis, donc j'ai vécu quand même des mois très compliqués dans le sens où je me sentais un peu paumée, tu vois, et je n'arrivais pas à capter pourquoi. Et en fait, c'est en testant des choses, en écoutant beaucoup d'autres podcasts, que je me suis rendu compte qu'en fait, ma charge mentale, elle était beaucoup trop forte, quoi, tu vois. Parce que effectivement, je fais tout. Tout. J'ai 10 métiers que je dois essayer de mettre en place dans une journée. Et je me suis dit, ok, tu sais quoi, c'est pas grave si t'as moins de temps pour faire tes commandes, c'est pas grave si tu gagnes un peu moins, mais pense à ta santé, en fait. Donc ici, ça fait depuis mi-2020, moitié 2023, que j'ai vraiment eu ce gros déclic, où je me suis dit, ok, il faut que tu te reprennes en main parce que tu vas tout foutre en l'air, en fait. Ta créativité, tu l'auras plus. Ta santé, tu l'auras plus. Et donc, je me suis remis au premier plan, en fait, tu vois, sur tous les aspects de ma vie privée, ma vie... Enfin, tout, en fait. Et en fait, je me rends compte que c'est ça que je devais faire. Tu t'es sentie mieux quand une fois que tu t'es dit maintenant, c'est moi la priorité ? Ouais, j'ai retrouvé confiance en moi. En fait, je me suis rendu compte que j'avais perdu confiance en moi. Et je sais que je l'ai perdu parce que je me suis rendu compte qu'à l'époque, j'avais confiance en moi. Tu vois, en fait, je me suis dit, ok, je me rends compte aujourd'hui que j'ai plus confiance parce que
je sais ce que c'était quand j'avais confiance. Donc, tu vois, il y avait vraiment en mode, j'avais vu les deux aspects, tu vois. Et quand je me suis rendu compte que j'avais plus confiance en moi, ça a été dur, quoi. Je me suis dit, punaise, pourquoi c'est pas chouette de pas avoir confiance en soi, tu vois. Alors aujourd'hui, je vais pas te dire qu'en mode je me sens une warrior, mais c'est bon, je sais de quoi je suis capable, je connais mes capacités, et les gens, quand ils m'envoient des messages, ça me fait du bien, tu vois. Aussi, une des choses que dont je me suis rendu compte, c'est que je crois qu'un des dangers quand t'es artisan, créateur, c'est de se focaliser trop sur les retours que t'as, parce qu'après, tu en deviens dépendant, en fait. Oui. Et tu crées pour plaire, tu vois. Alors que la première personne à qui tu dois plaire quand tu crées, c'est toi aussi, tu vois. C'est pas que la personne à qui tu vas vendre. Parce que de nouveau, alors, tu crées plus avec le cœur, tu crées pour vendre, tu vois. Et voilà. Là, à chaque fois, les motifs que tu fais, les accessoires que tu sors, c'est des choses que toi aussi, tu pourrais, par exemple, faire porter à tes chiens. Quoi, mes chiens portent mes accessoires, donc voilà. Bien sûr. Oui. C'est ça, en fait... je le dis souvent quand je communique sur les réseaux, quand les gens achètent quelque chose, un accessoire, en fait, ils achètent une partie de mon âme, tu vois. Pour moi, c'est vraiment comme ça. Ça peut paraître perché, mais pour moi, c'est vraiment ça. Quand je crée quelque chose, alors bien sûr, maintenant, il y a des plus d'automatismes, tu vois. Quand je dois créer 10 colliers d'affilée, il y a plus un côté à la chaîne qui s'est installé, donc c'est moins beau, moins poétique. Mais n'empêche que c'est quand même tout vient de moi, tu vois. De A à Z dans le processus. Donc j'y mets toute mon intention, tu vois, la plus belle possible dans ce que je crée. Et bien sûr que mes chiens ils portent pas autre chose que mes accessoires. Mais ça doit être très dur justement parce que comme tu le dis, c'est une partie de toi. Donc c'est aussi pour ça que c'est chouette d'avoir des retours positifs. Ouais. Et donc ça doit être dur de faire la balance entre les deux et finalement que ça fasse plaisir, mais de savoir s'en détacher aussi. C'est très dur de s'en détacher. J'ai d'ailleurs, maintenant ça va mieux, mais tu sais, par exemple, avant, quand je voyais des gens qui copiaient mon travail, qui plagiaient mon travail, qui plagiaient des motifs, qui plagiaient même mon site internet. Ils faisaient exactement la même chose. Il y en a encore, il y a 2 jours, quelqu'un m'a envoyé un truc qui m'a dit « Regarde, c'est pas un peu toi, ça ?» Oui, en fait, c'est moi. Et en fait, du coup, je le vivais tellement mal parce qu'on copiait pas juste, je sais pas... Enfin, on me copiait vraiment, moi, dans mon intimité, en fait, tu vois. Et en fait, je me rends compte que quand tu t'impliques trop, ça peut être destructeur, tu vois. Donc, à moi de savoir jauger la gravité du truc, quoi, tu vois. Maintenant, j'essaye. Je dis pas que j'y arrive, de me dire, OK, c'est pas grave, j'inspire quelqu'un. Essaye juste de te dire que, OK, c'est trop cool, t'inspires quelqu'un. Et tant pis pour elle, si elle est pas capable de trouver son identité. Moi, j'ai mon identité aujourd'hui et j'en suis fière, quoi, tu vois. Je suis fière d'avoir ma patte, je suis fière d'avoir mon style et voilà. Est-ce que ce petit syndrome de l'imposteur, il disparaît petit à petit ? Non. Je crois qu'encore aujourd'hui, quand on me demande ce que je fais... Non, je crois pas, en fait. Quand on me demande ce que je fais, j'essaie de paraphraser, j'essaie de trouver, je sais pas, de faire une dissertation pour expliquer ce que je fais, tellement que j'ai l'impression que les gens, ils comprennent pas, tu vois, ce que je suis en train de faire. Ça serait, en fait, c'est parce que déjà, ça ne se résume pas en un mot. Il y a pas un, je suis créatrice. Waouh. Tu vois, quoi, qu'est-ce que tu crées ? Bah, en fait, déjà, j'aime trop les animaux, j'ai trop une sensibilité avec eux, et alors, du coup, j'ai aussi voulu faire des motifs qui sortent de l'ordinaire, donc je dessine mes trucs, je fais tout à la main, je fais de la couture, les gens, ils sont là, tu vois ? Donc, je pense que le syndrome de l'imposteur, il va me suivre toujours, pour toujours. Là, ici, j'ai plein d'idées en tête. J'ai fermé 2023 et ouvert 2024 avec une espèce de to-do list de plein de choses que j'aimerais faire en plus, et je sais pas pourquoi, je me dis non, c'est pas pour toi, tu vois. C'est bête, mais par exemple, je m'étais dit, tu sais quoi, essaye de créer une autre page où tu dessines pour d'autres personnes. Très dur comme exercice pour moi. Pour d'autres créateurs, d'autres choses, tu vois. Y a pas des accessoires pour bébés ou quoi, essaye de leur proposer à eux. Mais en fait, non, je sais pas pourquoi. Non. Il y a déjà ce côté syndrome de l'imposteur parce que j'ai pas fait d'école d'art, donc depuis quand je sais dessiner. Et puis aussi... j'aurais trop du mal, je voulais garder pour moi ces dessins, tu vois. Je veux pas que quelqu'un d'autre l'utilise et ouais, tu vois. Par exemple, un podcast, je me dis, j'aimerais trop faire un podcast pour aider les personnes qui veulent se lancer dans l'artisanat. C'est pas facile, tu vois. J'ai un peu d'expérience, donc je pourrais. Pareil, j'arrive pas à me lancer, donc je pense que ce syndrome de l'imposteur, il va me suivre encore un petit temps. Pourtant, aujourd'hui, on est vraiment dans une société aussi qui valorise comme ça, tu vois, les gens qui, en fait...
ont des compétences multiples, ne sont pas spécialisées dans une chose, mais sont vraiment un peu multiples. Donc, tu pourrais te mettre dans ce créneau-là aussi et te dire, bah oui, en fait, maintenant c'est valorisé, donc autant que je l'assume et je le fais. Oui, j'écoute aussi beaucoup de podcasts sur la multipotentialité. Donc, je pense que c'est ce qui me freine, c'est que je me dis, ok, j'ai déjà aujourd'hui du mal à suivre mon agenda, à faire tout ce que je voulais faire sans finir à 22h. Et je me dis, est-ce que j'arriverai à gérer un truc en plus, en fait, tu vois? Donc vraiment, ce qui me bloque aujourd'hui, c'est ça. Et je pense que je dois essayer de trouver quelqu'un qui travaille avec moi aujourd'hui. Je suis arrivée à ce stade où je pense que je suis à un stade pivot où faire tout seul, c'est plus possible. Et voilà. Et au moins, ça t'a montré que c'était possible de travailler avec quelqu'un, vu que le stage s'est bien passé. Bien sûr, bien sûr. Et à la base, comment... est-ce que ça a été compliqué de déterminer tes prix ? Alors, les prix, ça, c'est vraiment difficile. En fait, mes prix, moi, je regarde déjà aussi ce qui se fait dans le monde de l'accessoire canin, tu vois. À quel prix ? Je regarde évidemment le fait main, parce que je peux pas me comparer à un produit qui est tout fait sur un autre continent. Et en fait, mon comptable serait très fâché, mais moi, je mets un prix, je vais pas dire au hasard, mais presque, quoi, tu vois. Mais c'est jamais survalorisé, ça, je le sais. Je sais que je suis en dessous de ce que je devrais me payer, quoi. Donc, fixer un prix, c'est très difficile. Ici, donc, moi, je suis à temps plein là-dessus depuis 2 ans et demi. Et depuis que j'ai démarré, j'ai pas augmenté mes prix. Alors que tout le reste a augmenté. Moi, je suis encore à mes prix d'il y a 2 ans et demi. Entre-temps, donc, je suis passée dans mon statut d'indépendant, j'ai dépassé un step, donc je suis assujettie à la TVA. Donc, plus 20%, j'ai dû ajouter sur mes prix. Et mes prix, pour le consommateur, n'a pas augmenté, tu vois. Donc, ça aussi, ça fait partie du syndrome de l'imposteur, tu vois. Mais oui, c'est compliqué. Et mais tu l'envisages ou pas forcément ? Bah, il y a un moment, je crois que j'aurais plus le choix. Parce que c'est vrai qu'en plus, il faut que tu sois rémunéré déjà rien que pour tes heures de travail aussi, parce que ça prend du temps de faire tout ce que tu fais, plus tes matières premières, etc. Enfin, je pense que, tu vois, en fait, je me rends pas compte, mais en fait, en te le disant maintenant, oui. Donc, il y a la partie création à proprement parler, qui est la couture, tu vois, c'est vraiment ça ce qui me prend le plus de temps dans ma journée. Mais après, au-delà de la couture, il y a la création de ce motif, il y a parler avec les clients sur Instagram, il y a créer du contenu, il y a emballer les colis, il y a essayer de faire... Et en fait, tout ça, pour tout ce temps-là, je me rémunère pas, quoi, tu vois. Quand je réfléchis au prix que je mets, que j'applique pour un accessoire, je réfléchis juste quand je suis devant ma machine à coudre. Et je prends pas en compte tout ce qu'il y a autour, tu vois. Et je crois que c'est ça qui est très difficile quand tu vends des articles faits main. Ouais, clairement. T'as l'impression d'avoir beaucoup appris sur toi depuis que tu t'es lancée ? Bien sûr. En fait, oui, j'ai appris beaucoup sur moi. Rien que déjà, quand tu crées quelque chose, t'en apprends sur toi, sur ce que tu aimes, sur ce que t'es capable de faire. J'ai jamais confronté, avant d'être entrepreneur, la solitude, tu vois. Par exemple, la vraie solitude, tu vois. Quand tu es à l'école, t'as plein de potes. Quand t'es dans une grande boîte, t'as plein de collègues. Et puis du jour au lendemain, tu te retrouves à bosser chez toi. Waouh, tu vois. Et du coup, cette solitude, je l'ai un peu mal vécue. Mais c'est moi qui l'avais choisie, tu vois. C'est moi qui ai choisi de faire ce métier, de travailler de chez moi. Et en fait, maintenant, j'apprécie ma présence, ma seule présence, tu vois. Et du coup, ouais, je pense que c'est pas mal déjà de savoir apprécier sa présence. C'est clair. Donc si je dois dire vraiment un des plus gros enseignements que j'ai tirés, un peu en mode développement personnel, c'est vraiment ce côté-là, tu vois, en mode je suis assez. J'ai pas besoin pour me valider de la validation des autres, de la présence des autres, bien sûr. L'humain, je pense, est fait pour être un être social, donc on a besoin des autres. Mais moi, vraiment, c'était en mode, ok, si j'ai pas assez de monde autour de moi, c'est que je vais essayer de pas dire le mot, mais je suis une sous-merde, quoi, tu vois. Et c'était horrible de penser ça. J'ai vraiment souffert à ce moment-là. Maintenant, aujourd'hui, je vis ma best life toute seule. Enfin, toute seule. J'ai quand même toujours mes animaux en mode, ce sont mes collègues préférés. Tu vois. Ils sont trop cool. Ils sont très mignons aussi. J'ai mon chéri aussi qui est beaucoup là pour m'épauler. Mais voilà, c'est pas grave si j'ai plus une vie sociale comme quand j'étais à l'UNIF, forcément, tu vois, bien sûr. Et ce qui est chouette aussi, c'est que tu dépends que de toi. T'as pas de facteur externe, tu peux bosser du coup quand tu veux parce que t'es chez toi. Si par exemple t'es dans un espace et qui ferme avec le Covid, etc., ben là ça te concerne pas. T'es vraiment, tu ne dépends de personne, quoi. Oui, puis par exemple ici récemment il y a eu des fortes chutes de
neige en Belgique, où ça a été l'arrêt total. Et moi, j'étais juste là devant ma fenêtre de jardin à bosser. J'étais là, moi, la vie est belle, tu vois. Il y a aucun problème pour moi. Je suis en train de bosser en face d'un paysage hyper poétique. Donc, ouais, bien sûr, c'est vrai que du coup, il y a ce côté-là. Je reparle de ma petite bulle de protection. C'est vraiment ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et sur tes réseaux sociaux, tu disais aussi récemment que tu as passé un cap de te dire je ne suis pas que créatrice, je suis chef d'entreprise. C'est dur ça aussi. Ça aussi c'est dur. Mais tu vois, c'est vrai que comme je t'ai dit, quand j'ai démarré, c'était juste le côté un peu niais du truc, tu vois. Ouais. Où je créais juste pour faire quelque chose de beau, voilà. Et puis en fait, j'arrivais pas à me mettre dans cette posture de... meuf, tu dois gagner de l'argent, quoi, tu vois. C'est bien de faire des trucs jolis, mais si tu gagnes pas ta vie, tu vas avoir l'air ridicule, tu vois. Donc, il y a un moment, il faut aussi prendre ses responsabilités en main. Et mon comptable, combien de fois, il m'a rappelé à l'ordre en mode, il faut être plus strict avec toi-même pour certaines choses. Et à chaque fois que je sortais de son bureau, j'étais en pleurs, quoi, tu vois. Parce que pour moi, j'ai pas été... je n'ai jamais eu cette logique, en fait, de business, tu vois. Ouais. Je suis pas dans une logique de business. Je sais que pour parler parfois avec certaines de mes consoeurs qui font la même chose que moi dans le monde de l'accessoire canin, il y a des personnes qui se projettent sur 5 ans. Genre, elles savent que dans 5 ans, elles veulent atteindre ce chiffre d'affaires-là. Moi, jamais je pense à ça, tu vois. Moi, je suis pas du tout dans cette logique. Quand j'ai démarré cette activité, c'était pas pour faire de l'argent. C'était pour rendre mon chien beau, tu vois. Donc moi, c'est très dur de penser marketing, penser business. C'est pas ce que j'ai étudié, je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais pensé comme ça. Et du coup, c'est très dur pour moi de me dire, ok, ce mois-ci, il faut que je regarde le chiffre d'affaires que j'ai fait l'année passée, il faut que je fasse mieux, allez, et tout, tu vois. C'est très dur de se motiver dans ce sens-là, tu vois, en mode coach, je vais être mon propre coach, tu vois. Et aujourd'hui, comment tu fonctionnes? Du coup, tu sais que, par exemple, sur l'année, tu dois faire X commandes pour être rentable et pour pouvoir te fournir un salaire? Oui, je sais que si j'ai pas vendu j'ai pas fait un chiffre d'affaires d'un certain montant, je sais même pas me verser 1 000 euros, quoi, tu vois. Ouais, je sais combien je dois vendre aujourd'hui. Ça aussi, la première année, c'était dur parce que... je faisais un chiffre d'affaires, mais qu'est-ce que je pouvais retirer de moi de ce chiffre d'affaires? Je savais pas, tu vois. Qu'est-ce que l'État allait me demander? Qu'est-ce que je pouvais me verser? Qu'est-ce que ça représentait réellement? Et donc, la première année d'indépendant, pour moi, ça a vraiment été une année de errance, quoi. J'étais en mode... je découvrais tout, quoi. C'était assez effrayant. Maintenant, je sais, vu que j'ai déjà eu 2 années d'expérience, que sur un chiffre d'affaires d'autant, je peux retirer autant, je dois garder de côté autant. Et voilà, tous les chiffres, tout ce que je n'aime pas, maintenant, voilà, je sais ce que je dois faire. Oui, ça aussi, ça demande, tu le disais, pour quelqu'un qui est plus artistique, créatif, etc., c'est difficile de se mettre dans ces chiffres, justement, alors que, parfois on a peut-être l'impression que ça dénature aussi son projet, alors qu'il faut compter dessus si tu veux oui, c'est ça. C'est pour ça que je te dis, moi, dès que mon côté créatif a été parasité un petit peu par toute cette réalité, je suis tombée un peu de haut parce que je me suis dit, mais moi, c'est pas ça que je voulais faire, tu vois. C'est obligatoire. Ouais. Donc, t'as pas le choix. C'est bien de faire des trucs mignons, de faire du fait main et tout. C'est un peu idyllique, tu vois. Mais à un moment, il faut aussi que ton rêve, tu te réveilles, tu vois. Et donc, oui, voilà, maintenant, j'essaye d'assez souvent appeler mon comptable, de lui dire, écoute, est-ce que tu penses que je peux faire ça? Est-ce que tu vois? Parce que moi, je m'y connais pas. Donc, et puis, il me dit oui, il me dit non. J'essaye de comparer mes chiffres d'affaires avec ce que j'avais fait l'année d'avant. J'essaie de me dire, ok, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour essayer de faire mieux? J'ai appris aussi à savoir quand, dans l'année, j'allais vendre moins, parce que forcément, t'as des périodes creuses. Oui. Ok, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour vendre à ce moment-là, tu vois? Et voilà, j'apprends, j'ai pas le choix, en fait, je m'adapte. J'apprends, tout ce côté-là, je le connaissais pas, je le connais pas encore à 100%, mais c'est indispensable, sinon je ne sais plus en vivre, quoi. Je retourne chez un patron, et ça, pour moi, aujourd'hui, et j'espère que je tiendrai cette parole jusqu'à ma mort, je ne vais pas retourner chez un patron, quoi. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Je suis ma patronne, quoi, tu vois. Oui, t'imagines plus travailler pour quelqu'un. Ah non, c'est impossible. Je crois que si un jour je dois retourner dans le salariat, je serais très, très malheureuse. Oui. Mais surtout que tu as goûté à cette vie. Donc j'ai goûté à cette vie, à la liberté. Je fais ce que je veux quand je veux. Si un jour où il y a un membre de ma famille qui n'est pas bien, c'est pas grave. Je mets tout en pause. J'ai aucun compte à rendre à personne. Et voilà, tu vois. Après, malheureusement aussi, quand je suis malade, je travaille. Je peux pas aller chez le médecin et me mettre en congé maladie. Mais c'est pas grave.
C'est pas grave. Parce qu'en fait, le sentiment de liberté, pour moi, il s'achètera pas, jamais. Et donc, il n'a pas de prix. Ouais. Donc, c'est pas grave. Tous les côtés un peu plus en mode, ouais, quand t'es malade, tu dois travailler. Ouais, c'est vrai, des fois, quand je suis sur un gros projet, je travaille, genre hier, je suis en train de refaire tout mon site internet. On a terminé de bosser à 23h, tu vois. C'est pas grave pour moi, tu vois. Parce qu'en fait, ce que je suis en train de faire, j'aime bien, je sais que c'est pour moi, et je suis pas en train de bosser pour un patron, quoi. Je bosse pour moi, donc c'est pas dérangeant. Avoir le soutien de ton compagnon, ça t'aide beaucoup aussi? Ah oui. Je sais pas pleurer. Oh. Non, bien sûr. Mon chéri, c'est mon pilier dans ce que je fais. Depuis le début, il m'a encouragée vraiment. Il m'a jamais freinée dans ce que je voulais faire. Et lui, par contre, tu vois, contrairement à moi, il a plus ce côté cartésien. Ah oui. Et parfois, c'est dur parce que c'est un peu dur d'entendre quand il me rappelle à l'ordre sur certains trucs. Et je sais qu'il a raison, tu vois. En mode, écoute, non, comme tu fais, ça va pas. Il faut que tu te mettes dans cette logique-là et tout. Et moi, je suis là, c'est dur d'entendre, mais je sais qu'il a raison, tu vois. Donc, bien sûr, il y a ce côté. Et puis, je crois que il a aussi ce côté multipotentiel. Et du coup, on se complète sur plein de trucs, quoi. À nous deux, on fait plein de trucs, tu vois. Genre là, ici, on refait mon site internet à deux. Si j'avais dû passer par une agence, j'aurais probablement payé quelques milliers d'euros. Il le fait pour moi et il le fait très bien, donc c'est trop bien. Il a un background de photographe, il fait mes photos, c'est trop bien. En fait, on se complète. Donc vraiment, mon chéri, quand il entendra ce podcast, il va rougir, mais trop contente qu'il soit là avec moi. C'est trop chouette. Et même ta famille, de manière générale, t'as toujours soutenu comme ça dans ton projet? C'est vrai que quand j'ai dit à mes parents, par exemple, que j'arrêtais le journalisme pour me lancer dans mon activité à temps plein, ils ont eu peur, parce qu'eux-mêmes sont indépendants, donc ils savent ce que c'est. Et puis aussi, ils se sont dit, zut, ma fille, elle a étudié 5 ans pour faire ça, elle a réussi. Tu vois, je sais que ma maman, elle était un peu déçue au début, tu vois. Elle était fière de voir sa fille à la télévision. Et moi aussi, je savais que... Enfin, j'étais triste parce que je savais qu'elle était un peu déçue et je pouvais comprendre. Mais en même temps, j'étais tellement habitée par cette volonté de... Tu vois, quand je me suis... En fait, j'étais vers la fin de ma carrière de journaliste, j'étais vraiment habitée par cette pulsion de « Ok, qu'est-ce que serait ma vie si je faisais ça à 100%, si je faisais Iroquois à 100%, tu vois ?» Et une fois que j'ai planté cette graine dans ma tête, j'ai plus moyen de la sortir, tu vois. Et en fait, je dormais, je rêvais de ça, je mangeais, je rêvais... C'était vraiment cette pensée mentait non-stop, quoi. Jusqu'au jour où, à un moment, vraiment, j'avais l'impression que j'avais un volcan à l'intérieur de moi, en mode... meuf, il faut que tu fasses ça, quoi. Tu peux pas avoir 65 ans et te dire si j'avais fait ça, à quoi ma vie aurait ressemblé, tu vois. Et je crois que j'ai vraiment attendu le maximum en mode jusqu'à ce que ça pète. Je pense que si j'avais attendu 1 an en plus, j'aurais peut-être fini en burn-out, tu vois. Parce que déjà, j'avais de taf. Et puis aussi, parce que mon esprit était déjà ailleurs, tu vois. Mon esprit, il était plus dans le journalisme, il était dans la création, dans tout ça. Et voilà. Comment tu te vois évoluer? Comment tu vois le projet évoluer? En fait, j'ai appris, parmi les choses, quand tu me demandais qu'est-ce que tu as appris de toi, j'ai appris donc... et c'est dur de le dire, mais j'ai l'impression que je serai jamais satisfaite de ma place. Comme si... je sais pas, tous les 5 ans, je sais que je vais devoir changer. Et c'est pas grave, tu vois. Le but, c'est d'être heureuse. Donc, si j'arrive à changer dans un autre truc qui me rend heureuse, c'est cool. Parce qu'ici, par exemple, je fais un truc, je le fais bien, mais j'ai déjà fait le tour, par exemple, tu vois. J'ai déjà créé plein de choses, elles plaisent, c'est cool. J'ai déjà réussi à vendre, j'ai déjà réussi à avoir un mois, par exemple, où j'ai plus gagné que quand j'étais journaliste. J'ai l'impression que j'ai fait le tour, tu vois, déjà. Donc, pour l'instant, ça va, mais je me connais. Et je sais qu'à un moment, je vais être lassée, tu vois. Donc, c'est dur de se le dire, mais au moins, je suis honnête avec moi-même, tu vois. Donc, je sais pas encore à quoi mon avenir va ressembler. Je t'avoue que j'ai envie de faire plein de trucs, en fait. C'est très frustrant de vouloir faire plein de trucs. J'adorerais apporter mon expertise à des gens qui veulent se lancer. J'adorerais dessiner pour d'autres personnes. Mais alors, je sais que, par exemple, si un jour je dessine pour d'autres personnes, il faut que mon activité ici, elle cesse, tu vois. Parce que je porterais pas de faire un magnifique motif et de pas pouvoir l'utiliser pour mes créations, tu vois. Donc, on verra où la vie me mène, ou quelles rencontres je vais faire et quelles opportunités j'arriverai à prendre, quoi. C'est chouette parce que tu te laisses plein de portes ouvertes, quoi.
Oui, je suis assez confiante. Je fais assez confiance à ma bonne étoile. Et je me dis que quand il faudra changer, je changerai, ça va aller, tu vois. Je l'ai fait une première fois, c'était pas si difficile. Donc je vais pouvoir le refaire, tu vois. T'es fière d'avoir osé te lancer ? Ouais, à fond. J'avoue que ça, ouais, j'aime bien. J'adore parce qu'en fait, tu vois, le jour où je suis allée annoncer à mon chef que j'arrêtais, chef que j'adorais beaucoup d'ailleurs, je suis rentrée dans ce bureau, j'avais la voix qui tremblait, j'avais les larmes aux yeux. Et j'étais triste, tu vois, parce que je voulais pas décevoir, mais quand je suis sortie de son bureau, tu vois, comme dans les films, quand tu vois au ralenti que derrière toi, il y a tout qui explose et que toi, t'es là en mode... Et je me voyais comme ça, quoi. Punaise, mais j'étais fière, quoi. Je la punaise, t'as réussi, quoi. T'as réussi à le faire. T'en parlais un peu à tout le monde, pas sûr et tout. Et en fait, tu radotais et là tu l'as fait, tu vois. Donc, je suis trop fière de m'être écoutée. Je suis trop fière d'avoir fait confiance à mon intuition et de pouvoir dire que tu es capable de vivre de ta passion, quoi. C'est possible. On peut vivre de sa passion. C'est faisable, je l'ai fait. C'est trop chouette. Je vais te poser la toute dernière question du podcast que je pose à tout le monde. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait ? Alors, qu'est-ce que j'aimerais oser faire ? J'aimerais, par exemple, être coach. Pour plusieurs choses, je sais pas encore quoi, mais par exemple, là, ouais, pour ça, j'ai un gros syndrome de l'imposteur. Pourtant, je sais que j'ai des capacités. Voilà, j'ai un master en communication, donc je sais que je pourrais aider d'autres créateurs à comment on communique, tu vois. Je pense que j'aimerais, voilà, je sais pas si ce sera ma 3e activité dans ma vie, mais coacher des gens, j'aimerais beaucoup, ouais, pour leur redonner confiance en eux. Moi, j'ai perdu confiance en moi, je l'ai regagnée, pas à 100%, mais donc du coup, je connais le processus. Je sais ce que c'est que se sentir plus bactère. Je sais ce que c'est d'avoir l'impression de ne plus avoir de valeur. Et je sais aussi ce que c'est de retrouver tout ça, tu vois. Donc, si je peux aider d'autres personnes, j'adorerais. Et pourquoi ce serait important pour toi d'aider comme ça les autres ? Parce que, en fait, la logique est toujours la même, c'est que j'apporte un peu de moi aux autres, tu vois. Ici, je dessine, je crée je retransmets je transmets mes émotions. Ici, ce sera la même chose, je transmets mon vécu, tu vois. Donc, et aussi parce que, tu vois, dans ce processus j'ai été seule et j'ai expérimenté la solitude dans le cadre de l'entrepreneuriat, j'aurais bien aimé que quelqu'un vienne me prendre par la main, tu vois. Donc, si je peux être la personne qui vient épauler quelqu'un qui se trouve dans le même état que moi, à ce moment-là, ce serait génial. Trop chouette. Merci beaucoup, Mélanie. Merci à toi. Merci encore, Mélanie, d'avoir accepté mon invitation. Vous trouverez tous les liens pour la suivre dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant étoiles et commentaires sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter et à vous abonner à Compose sur tous les réseaux sociaux. Et puis, si vous voulez m'aider à développer le podcast, vous pouvez le soutenir financièrement via Patreon. Merci à celles et ceux qui le font déjà. Compose est un podcast réalisé entièrement par moi, Julie Mouvet. Le générique a été produit par le talentueux Nucci. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.